La raison numéro 2, c'est qu'il faut casser l'accroissement exponentiel de l'endettement public. Je rappelle qu'avant 1973 et depuis Napoléon Ier, la France monétisait une partie de son déficit budgétaire par l'intermédiaire de la Banque de France. La Banque de France créait par exemple 1 milliard de francs à partir de rien et sans intérêt puisque la Banque de France appartient à l'État. Alors c'était un système qui avait des inconvénients. C'était un système qui était potentiellement inflationniste par nature. Lorsque vous offrez à un souverain la possibilité de faire de la monnaie, il a tendance à faire de la monnaie, ça c'est sûr. Parce qu'il a, alors au début, c'est très bien parce qu'il a plus d'argent comme ça, mais comme selon l'adage que ce qui est rare est cher et que ce qui n'est pas rare n'est pas cher, plus vous sortez des billets, je présente les choses de façon volontairement simple, plus vous publiez des billets et plus vos billets ne valent rien. C'est bien évident. Donc, c'était un système qui était par nature inflationniste. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les banquiers, les révolutionnaires, de M. Padoas-Quepin, les rentiers, c'est-à-dire les gens ayant de l'argent, voyaient d'un mauvais œil que l'État ait le contrôle sur l'économie du pays et sur les taux d'intérêt. D'autant plus qu'il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. On a donc parlé à cette époque de euthanasie des rentiers. Certains ont eu cette formule un peu bizarre. Ça voulait dire qu'en fait, les rentiers étaient piégés dans leur pays respectif. En d'autres termes, par exemple, quelqu'un qui avait une petite fortune qui tombait du ciel parce qu'il faisait un bel héritage, était contraint, ne pouvait pas sortir cet argent de France, pas plus d'ailleurs qu'il ne pouvait le sortir de la Grèce ou de l'Espagne et autres, sans autorisation, mais les autorisations étaient rarement données, surtout à des particuliers. Et donc, il était obligé de placer ses fonds dans le pays d'origine, dans le pays où il vivait. Et s'il plaçait ses fonds dans par exemple, une caisse d'épargne avec des taux d'intérêt administrés, style 3 ou 4% par an, et si au même moment l'inflation, parce que justement la création monétaire était débridée, l'inflation faisait du 10 ou du 15, comme on l'a vu par exemple dans les années 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, on a eu des taux d'inflation de 15% par an, à ce moment-là, ils étaient piégés, puisqu'ils gagnaient, mettons, 5% à la caisse d'épargne, ils perdaient 10% par an avec la dépréciation monétaire. Donc il y avait effectivement un intérêt fondamental des classes dominantes ou possédantes, on peut dire, à modifier ce système. Des campagnes de presse et un lobbying permanent sur les responsables politiques mirent en avant que ce système était anachronique et inflationniste par nature, car l'État, ne devant pas payer d'intérêt pour ses déficits publics, pouvait être tenté de créer de la masse monétaire de façon excessive, ce qui pouvait être le cas. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on était quand même sous l'empire de l'accord de Bretton Woods, qui faisait que les monnaies devaient être convertibles en or. Mais enfin, comme vous le savez, c'est justement en 1971 que Richard Nixon a fait voler en éclats les accords de Bretton Woods en supprimant la convertibilité du dollar en or. Et donc, il n'est pas, illogique, d'un point de vue historique, que la France ait pris cette fameuse loi de 1973, mais dans l'ensemble du monde occidental, des lois identiques ont été prises pour éviter que la fin des accords de Bretton Woods ne donne le libre cours à une espèce d'envolée inflationniste généralisée, puisque tous les États pourraient à ce moment-là imprimer autant d'argent, enfin sortir autant d'argent qu'ils en voulaient. C'est ce qui a donné naissance à la loi 73-7 du 3 janvier 73 sur la Banque de France, que certains polémistes appellent la loi Rothschild ou la loi Pompidou-Giscard, parce que c'était Georges Pompidou, président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, et que Georges Pompidou avait, comme vous le savez, été à un moment banquier chez Rothschild. Donc cette loi a modifié l'organisation de la Banque de France, elle a affaibli les droits du Trésor public par rapport à celle-ci. Donc normalement, dans son article 25, elle précise que le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Alors on en parle beaucoup sur Internet. Il ne faut pas non plus exagérer le rôle de cette loi, parce que, je vous l'ai dit, il y avait quand même cette espèce de ressort de rappel des accords de Bretton Woods, qui faisait qu'on ne pouvait quand même pas faire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'à partir de là, on a eu une loi qui a été une espèce d'endettement volontaire de la France et de tous les autres États. On s'est dit, la France ne doit pas, il faut être à sage, sinon on va avoir de l'inflation énorme.
Il faut donc être sage, et comme il n'y a plus la contrainte de l'étalon or, eh bien, il va falloir que le gouvernement, enfin que l'État, pour parler plus précisément juridiquement, que l'État fasse comme un particulier, c'est-à-dire qu'il s'endette sur les marchés financiers. Voilà. Et donc, en payant des intérêts, ça va lui coûter de l'argent. Donc, du coup, il va être sage et donc il ne va pas s'endetter ad vitam aeternam. Donc, on aura ainsi une sagesse qui sera imposée par la réalité. C'était comme ça que ça a été présenté. Mais avec cette loi, l'État français s'est donc volontairement privé du droit régalien de gérer de la monnaie, de créer de la monnaie gratuitement. Et du coup, les banques privées, et les marchés financiers en ont profité pour s'enrichir aux dépens de l'État. Et ce qui était auparavant prêté gratuitement, mais avec un risque d'inflation, a désormais été prêté contre intérêt sonnant et trébuchant, avec un risque moindre d'inflation, ce qui d'ailleurs reste à démontrer, puisque certains expliquent qu'en fait l'inflation n'a pas spécialement diminué. Je pense quand même qu'on peut dire que là, elle a un peu régressé, mais c'est vrai qu'on a quand même connu ensuite des périodes d'inflation. En tout cas, cette décision, c'est une décision d'une importance historique très considérable, puisque c'était depuis toute éternité que le souverain, c'est-à-dire soit le peuple depuis 1789, soit le monarque avant 1789 et la reconnaissance de la souveraineté nationale, c'était le souverain qui avait le privilège d'émission monétaire. Dans la Divine Comédie, le grand poète florentin Dante Alighieri, qui vit au début du XIIIe siècle, vous savez, c'est un grand poème, une des grandes œuvres littéraires de l'Europe occidentale. Dans ce document, dans ce texte, Dante place le roi de France en enfer. L'argument du poème, c'est on se promène entre l'enfer, le paradis et le purgatoire, et en enfer, on découvre le roi de France, le très chrétien, c'est-à-dire Philippe le Bel. Et pourquoi est-ce que Dante le place en enfer? Parce que justement, il fait de la dépréciation monétaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pièces en argent ou en or étaient rognées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous êtes numismate, il est très difficile de trouver des pièces en or de l'époque médiévale, roi française ou d'autres pays, qui soient en parfait état. Elles sont pratiquement toutes un peu rognées parce qu'on grattait de l'or, on récupérait un 0,1 gramme. Et si vous faites ça, sur 40 pièces, vous refaites une pièce de 4 grammes. Vous refaites une pièce presque à l'identique. Mais elle est, comme on dit alors, de mauvaise aloi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le même aloi que la pièce d'origine. Et comme vous l'avez compris, si vous faites avec 40 pièces, vous en faites une nouvelle, ça représente une dépréciation monétaire de 2,5%. Alors, ce système a été rendu obligatoire dans toute l'Union européenne par les traités européens, notamment par l'article 123 qui interdit à la Banque centrale européenne ou Banque centrale des États membres de monétiser les déficits publics. Alors, de ceci a découlé quelque chose qui est béant, c'est un problème béant devant l'ensemble des peuples, c'est le fait que nous avons une espèce de cancer financier qui ne cesse de se développer dans tous les pays de l'Ouest, d'Occident, qui est que la dette publique ne fait que croître de façon irrésistible. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait été élu d'ailleurs pour faire diminuer la dette, et en réalité, non seulement il ne l'a pas fait diminuer, il l'a fait exploser. Et pour bien comprendre, alors il l'a fait exploser pour des raisons, puisqu'il y a eu la crise financière, mais prétendument, au lieu de laisser les banques faire faillite, on est allé les sauver, et ceci a débouché sur des déficits budgétaires absolument faramineux de la France. On est monté jusqu'à 8,5% du PIB, et donc, puisqu'on ne crée pas de monnaie, il a fallu financer ça par appel sur les marchés financiers, ce qui a fait augmenter la dette publique d'autant. Pour que vous ayez une notion de l'impasse budgétaire dans laquelle nous fonçons à toute allure, qui ne peut se terminer que par un gigantesque feu d'artifice, en France comme ailleurs, mais en France en particulier, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la RGPP. Ce sont les économies réalisées par la révision générale des politiques publiques, lancée par M. Sarkozy. M. Sarkozy, président de la République, enfourchant le dada des médias, dont on sait par qui ils sont tenus, enfin j'en reparlerai tout à l'heure, c'est-à-dire par toute l'oligarchie euro-atlantiste, M. Sarkozy est parti en guerre contre l'État. Vous savez qu'on ne cesse de dire aux Français que l'État dépense trop, que les fonctionnaires vivent de façon sardanapalesque, comme dans les 1001 nuits.
Et donc, on s'est lancé dans une grande procédure, ministère par ministère, on a dit il faut tout ratiboiser. Alors c'est comme ça qu'il a été décidé qu'un fonctionnaire sur deux ne partirait plus partant à la retraite ne serait pas remplacé, qu'il a été décidé de fermer des plateformes hospitalières pour centraliser, comment dirais-je, des hôpitaux à des niveaux régionaux, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de transfert, ce qui pose des problèmes d'investissement par ailleurs. Il a été décidé de fermer des écoles, des commissariats de police, de fermer des casernes de sapeurs-pompiers, etc., etc., pour faire des économies. Et puis, de moins en moins de gens partout. Les économies réalisées par la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, la rationalisation des administrations, la fermeture des services publics, les hôpitaux, les écoles, les commissariats, etc., les économies qui ont été réalisées de 2008 à 2011 sur 4 ans ont été très exactement de 11,9 milliards d'euros. Et à 2012, on peut mettre à peu près de l'ordre de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on peut compter que ça a rapporté 3 milliards d'euros d'économies chaque année. En cumulé, hein. L'économie totale depuis qu'a été lancée cette politique, c'est 15 milliards d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dette publique au même moment a augmenté de 600 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous voyez que l'on a mis les administrations, enfin parmi vous il y a peut-être des fonctionnaires ou des gens qui connaissent des fonctionnaires dans leur entourage, ou tout simplement des gens qui ont recours au service public et qui pestent de voir que l'on ferme des écoles, que l'on ferme ci, que l'on ferme ça, que l'on ferme des commissariats de police, que l'on ferme des hôpitaux, que l'on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux. Il y a des services de l'État que je ne nommerai pas qui sont dans un état de désorganisation complète parce qu'on ne peut plus, on n'a plus les personnels nécessaires pour appliquer toutes les réglementations. En attendant donc, on désorganise les services de l'État et tout ça pourrait faire des économies qui sont des économies de bout de chandelle par rapport au reste. Vous vous rappelez peut-être que M. de Villepin, Premier ministre, a vendu des autoroutes françaises, ça a rapporté 11 milliards d'euros à la France. Alors maintenant, quand vous prenez l'autoroute, à chaque fois que vous passez un péage, il y a une petite partie de votre péage qui va abonder les revenus de Madame Jackson, she's retired, c'est une retraitée au bord de ce swimming pool, San Diego, California, parce qu'elle a placé sa retraite dans un fonds de pension et qui a pris une participation dans Vinci, qui est maintenant le propriétaire des autoroutes. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Donc il faut bien comprendre que l'on vend notre patrimoine public pour effacer de façon totalement marginale une dette publique colossale, mais que ce patrimoine qu'on a vendu, c'est une affaire, c'est vraiment une escroquerie générale, puisque ce patrimoine rapporte tous les ans de l'argent à leurs actionnaires. Hein? Vous comprenez le truc? Si on n'avait pas vendu les autoroutes, au lieu d'avoir je ne sais plus combien de centaines de milliards d'euros de dettes, on doit en être à peu près à 2000 milliards d'euros de dette publique en France, on en aurait 2011. Bon, ça ne changerait rien, sauf que les autoroutes, ça serait quand même encore à nous. Je rappelle qu'il y avait un chef d'État en France, il y a déjà un certain temps, en 1965, qui s'appelait Charles de Gaulle, qui avait compris, dès le milieu des années 60, le système de racket généralisé que nous allions subir si nous laissions les Américains faire avec le système du dollar. Puisque les Américains avaient imposé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale une monnaie qui serait qui serait acceptée dans le monde entier comme monnaie de règlement et de réserve. Et la contrepartie, c'était que cette monnaie devait être assise sur un stock d'or qui en assurait la valeur. C'était ce qu'on appelait les accords de Bretton Woods avec le Gold Exchange Standards, enfin les talons de change or sur la base de une once d'or, c'est-à-dire 31,1 grammes, égale 35 $ l'once. Ça empêchait donc les Américains de publier, de faire autant de monnaie qu'ils le voulaient. J'en ai parlé tout à l'heure. Il avait donc exigé le respect de cet étalon de change or dans une célèbre conférence du 5 février 1965, de mémoire, parce que c'était l'époque où, suite à Kennedy puis Johnson, les Américains intervenant de plus en plus massivement au Vietnam dégageaient des déficits de plus en plus importants, y compris des déficits commerciaux, et donc émettaient du dollar. Le déficit budgétaire de l'État américain amenait à la création monétaire,
Et il y avait de plus en plus de dollars émis qui étaient complètement déconnectés des valeurs de l'or qui sont détenues à Fort Knox. Bien. Donc, De Gaulle, conseillé par Jacques Rueff, avait compris que si on laissait les Américains agir de la sorte, eh bien, on pourrait leur donner un pouvoir mondial. Puisqu'ils avaient la monnaie mondiale, et sinon, s'ils peuvent en fabriquer autant qu'ils en veulent, qu'est-ce qui pourrait les empêcher? Alors, du temps de Gaulle, les Américains s'étaient tenus à peu près, n'avaient pas abusé, mais 2 ans, De Gaulle meurt le 9 novembre 1970, et quelques mois après, les Américains brisent les accords de Bretton Woods le 15 août 1971. Voilà, c'est Nixon qui dit, President Nixon makes the historical announcement that the United States will stop redeeming dollars and gold. C'est-à-dire que le président Nixon fait l'annonce historique que les États-Unis vont cesser la libre convertibilité du dollar en or. Alors, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État planétaire d'une importance absolument exceptionnelle. C'est exactement ça. Depuis 1971, la situation des États-Unis est exactement comparable à celle d'un particulier qui serait assez fort pour imposer de payer tous ses achats avec des chèques sans provision et pour interdire aux commerçants de présenter des chèques émis à sa banque. C'est de ça qu'il s'agit. Ils émettent du dollar en veux-tu, en voilà, et tout le monde est obligé d'accepter, puisque c'est la monnaie internationale d'échange et de réserve. Donc c'est exactement comme si je vous donnais ce pouvoir. Donc si je vous donne le pouvoir d'avoir un chéquier magique où vous pouvez tout acheter sans qu'il y ait rien sur votre compte, mais que les vendeurs sont obligés d'accepter et ne peuvent pas ensuite se plaindre puisqu'ils ne peuvent pas porter le chèque à l'encaissement, ben qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, c'est que dans un premier temps, vous allez y aller mollo. Vous allez dire, est-ce que cette arnaque va marcher ou pas? Est-ce que je le fais ou pas? Alors, on commence à petits pas. Donc, vous allez acheter une Clio. Vous allez chez le concessionnaire Renault de Pontarlier et vous lui achetez une Clio. Pof! Il est obligé, ça marche. Alors, bon, c'est pas mal. À ce moment-là, vous avez votre conjoint qui dit, mais oui, bon, c'est une Clio, c'est bien gentil, mais enfin, une Mercedes, ça aurait été mieux. Alors, à ce moment-là, vous allez acheter une Mercedes, ça marche. Après, vous allez acheter un studio. Puis après, vous allez acheter un 5 pièces. Puis après, vous allez acheter une villa à Saint-Barthélemy ou un palais vénitien, et puis etc., etc. Vous allez acheter. Qu'est-ce qui vous empêche de vous arrêter? Donc, nous sommes dans cette situation. Cette situation qui a quand même une petite contrepartie. C'est que les vendeurs gardent les chèques que vous leur avez faits. Et comme ces chèques, par définition, c'est le dollar et on peut payer tout haut dans le monde, les vendeurs peuvent aussi acheter avec ces chèques quelque chose. Et en particulier, peuvent venir vous revoir en disant je vais acheter des choses chez vous. Ce que sont en train de faire les Chinois. Et quand même, ça serait quand même on peut quand même difficilement, les Américains sont quand même assez gênés de refuser de vendre des choses qui leur appartiennent en dollars. Quoi qu'ils l'ont quand même fait, puisque lorsque les Chinois veulent racheter, par exemple, par pans entiers, par exemple, Unocal, une société de pétrole de Californie, les Américains ont dit non. Et pourquoi non? C'est contraire à toute la mondialisation. Là, non. Ego nominor leo, comme on dit dans les... ça veut dire parce que je suis le lion. Voilà, parce qu'il y a un moment à partir duquel les règles du libre-échange, ça c'est bon pour ces gogos d'Européens. C'est comme ça que ça marche chez McDonald's. Alors, les Américains ont ainsi cru trouver la pierre philosophale de l'enrichissement sans fin et du pouvoir mondial. L'idée, vous savez ce que c'était la pierre philosophale au Moyen-Âge? C'était l'idée qu'on puisse fabriquer de l'or à partir de formules chimiques. Le problème qui s'est quand même posé, c'est que si vous pouvez potentiellement tout acheter dans le monde du fait d'une puissance financière illimitée, vous avez encore un problème, c'est qu'il faut que les États étrangers ne vous opposent pas des obstacles réglementaires à la vente. C'est comme si vous avez avec votre chéquier, par exemple, magique, vous pouvez tout acheter, mais vous n'avez pas le droit d'acheter du cannabis ou d'acheter de l'opium. Parce que c'est interdit par des réglementations. Alors qu'est-ce que vous faites comme vous avez plein d'argent? Et si vous voulez acheter absolument du cannabis et que vous n'avez pas envie de vous faire arrêter par la police, ben qu'est-ce que vous faites? Vous allez
comme vous avez plein d'argent, vous allez payer des journalistes, des médecins, des cabinets d'influence pour dire mais non, le cannabis c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de supprimer, d'interdire le cannabis? L'opium, n'en parlons pas, c'est un mets de choix. Alors c'est ce qui s'est passé avec, non pas sur les stupéfiants, mais les Américains avec beaucoup d'obstacles qui s'opposaient à l'utilisation maximale de ce pouvoir sans fin. En 1971, il y avait beaucoup d'obstacles à la vente. Il y avait d'abord la guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger. Il y avait d'autre part le contrôle d'échange et le contrôle des mouvements de capitaux dans chaque pays occidental, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y avait enfin les droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services et qui protégeaient certains secteurs industriels. Donc les Américains ne pouvaient pas tout acheter. Ils ne pouvaient pas acheter par exemple une usine ou installer une usine en Chine. Ils ne pouvaient pas acheter une usine en Russie, en Union soviétique. C'était interdit par les Chinois, par le gouvernement soviétique, etc. Ils ne pouvaient même pas acheter facilement des objets en France puisqu'il y avait le contrôle d'échange. Ah, c'est très ennuyeux. Donc qu'est-ce qu'ont fait constamment les Américains? C'est d'avoir des campagnes constantes, médiatiques, etc., pour expliquer qu'il fallait qu'il y ait la mondialisation inévitable. C'est-à-dire le démantèlement de tout ça, au nom d'une prétendue fatalité cosmique, n'est-ce pas? Qui était quoi? Ah bah oui, il y a la mondialisation, on n'y peut rien. Ah bon, on n'y peut rien. Ah bon, pourquoi? On n'y peut rien. Donc tout ceci s'est traduit par quoi? Et l'invention de la politique de mondialisation inévitable, au moment, bien entendu, avant il y avait quand même un contrepoids qui était l'Union soviétique. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 91, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire en fait non pas le peuple américain qui souvent est lui-même bien embarrassé par la situation, mais l'aristocratie des affaires, l'oligarchie financière euro-atlantiste, comme je l'appelle, c'est-à-dire américaine, et qui a également toutes ses entrées à la Commission européenne. Donc, d'un côté, monsieur Michael Cantor, le US Trade Representative, et de l'autre côté, monsieur Sir Léon Brittal, le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, sont tombés d'accord en 93 sur un accord qui s'appelle l'accord dit de Blair House, qui a débloqué l'accord qui était en suspens depuis des années, l'accord du GATT, dit du cycle de l'Uruguay, et a abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords de Marrakech du 15 avril 1994. Au nom desquels, eh bien, tout simplement, on a décidé d'un seul coup, que c'était comme la fin de la guerre froide le permettait, c'était le démantèlement du camp socialiste. Le contrôle d'échange a été supprimé, le contrôle des mouvements de capitaux en Europe sous la pression des institutions européennes et des campagnes de presse. Je rappelle que c'est quand même le gouvernement socialiste, c'est M. Bérégovoy qui est le responsable en chef de ces démantèlements. Je rappelle que le traité de Maastricht a été signé par François Mitterrand, président de la République, et Roland Dumas, ministre socialiste des Affaires étrangères. J'ai d'ailleurs une fois déjeuné avec lui, et je lui dis, mais c'est quand même une grosse connerie. Et il me dit, je suis bien d'accord, mais je voulais pas le signer. Alors je lui dis, mais enfin, bon, mais et pourquoi donc l'avez-vous signé? Il m'a dit, c'est parce que c'est Mitterrand qui me l'a demandé. D'ailleurs, moi, j'étais contre, quand j'étais député en 1957, j'ai voté contre le traité de Rome. Voilà. Si M. Roland Dumas m'écoute, je suis prêt à discuter avec lui. D'ailleurs, je pense qu'il confirmera, mais c'est la vérité. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. En attendant, voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous avons donc décidé, nous, c'est pas nous, c'est le traité de Maastricht, l'ensemble des pays d'Europe a donc décidé, sous ces pressions, on a dit c'est la mondialisation inévitable, c'est dû à Internet. Ah bon, pourquoi? Avant, on avait eu les Boeing 747, la télévision, les satellites, il n'y avait pas une mondialisation inévitable. Hein. Et avec Internet, on peut interdire tout ce que l'on veut avec Internet. Hein. Il y a plein de choses que l'on peut interdire sur Internet. Donc ça n'a rien à voir, mais on a utilisé l'outil Internet pour faire croire qu'il allait falloir, d'un seul coup, tout déréglementer. Donc on a mis fin au contrôle d'échange, ces fameux articles 63, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite. Et puis, les droits commerciaux réglementant les échanges, eh bien, ça a été le démantèlement des droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services, grâce à la complicité des institutions de Bruxelles, puis grâce à l'Organisation mondiale du commerce créée à Marrakech. On est passé de 3 feux rouges à 3 feux verts. Le résultat des courses, eh bien, c'est ça. C'est que les États-Unis ont pu acheter et développer leur déficit et leur endettement à la fois public, privé, secteur financier et ménage dans des proportions phénoménales. Cette courbe, elle est assez intéressante. Elle vient de chez Bloomberg.
Elle a été reprise ici, je l'ai reprise sur le site d'Olivier Berruyer, Les Crises. Elle est un peu mieux faite que la courbe que j'avais trouvée moi-même sur Bloomberg, et qui était un peu quelques années auparavant. Donc on voit quoi? C'est une courbe qui est intéressante parce qu'elle commence en 1915 jusque donc en 2011. Donc c'est sur une très très longue période, c'est sur un siècle, et on voit qu'on a eu donc l'ensemble de l'endettement de la société américaine était aux alentours de 150%, ménages, entreprises non financières, administration publique et entreprises semi-publiques, a fait un boom jusqu'à la crise des années 20, en atteignant à peu près 270%, puis a rebaissé. C'était justement dans la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est l'effet de la morsure, si j'ose dire, des accords de Bretton Woods. C'est-à-dire la nécessité de ne pas créer du dollar en veux-tu, en voilà, parce qu'il y avait le lien avec l'étalon de change or. Et c'est à partir de 1971 et de la fin de l'étalon de change or que l'on va assister à cette explosion phénoménale de l'endettement. Endettement de tous les compartiments financiers. C'est l'endettement à la fois des administrations publiques, mais aussi des entreprises semi-publiques, ce qu'on appelle les GSE aux États-Unis, du secteur financier, des entreprises non financières et des ménages. Au passage, d'ailleurs, on insiste continuellement, aussi bien en France que dans tous les pays du monde, sur la dette publique. On vous dit la dette publique, la dette publique, la dette publique, la dette publique. C'est comme si c'était quelque chose d'effrayant. Mais vous voyez bien qu'aux États-Unis, la dette publique est certes très importante. Elle représente à peu près 150% du PIB, mais la dette des ménages et des entreprises, elle, représente 250% du PIB. C'est-à-dire que tous les acteurs économiques aux États-Unis sont endettés et hyper endettés. Donc c'est une économie d'hyper-endettement qui montre à quel point d'ailleurs nous sommes en face d'un privilège dollar que le dollar ne vaut plus rien. D'ailleurs, en 1971, une once d'or valait $35. Aujourd'hui, une once d'or vaut à peu près $1 600, ce qui veut dire que le dollar a perdu par rapport au prix de l'or actuel, à peu près 98% de sa valeur, sachant que les cours de l'or actuels sont manipulés. Et que, s'ils n'étaient pas manipulés, ils vaudraient certainement bien davantage encore. Je signale donc que le total de l'endettement public et privé américain a dépassé 400% du PIB en 2009, pourcentage énorme et très largement supérieur à celui qui avait été atteint lors de la grande crise des années 30. Je signale également que la France, en dépit du track record formidable de M. Sarkozy, qui a augmenté de 600 milliards d'euros, 600 à 700 milliards d'euros notre dette publique, la France, l'endettement total de tous les agents économiques en France, dette publique plus ménage plus entreprise, est de l'ordre de 240% du PIB. Il est vrai que M. Sarkozy a fait très fort parce qu'il y a encore quelques années, on était à 150%. Mais même à 240%, la situation est très préoccupante, ça c'est vrai. Mais vous voyez que nous, on nous dit qu'effectivement c'est la fin des haricots, mais les États-Unis à 400%, personne n'en parle. D'ailleurs, ce sont en général les ultralibéraux qui nous disent qu'ils veulent tailler dans le vif des dépenses publiques, comme si c'était encore une fois seulement l'État. D'abord, les dépenses publiques en France, c'est pas seulement l'État, c'est les collectivités locales, c'est notamment tous ces organismes décentralisés, les départements, les conseils régionaux, conseils généraux. Paraît-il qu'on n'a pas le droit de critiquer, et sinon on est un affreux jacobin, mais l'envol des dépenses des collectivités locales a été considérable depuis la décentralisation. Mais en plus de ça, il y a aussi les endettements des ménages et des entreprises, qui d'ailleurs sont assez faibles en France, puisque les ménages français sont relativement peu endettés, c'est parmi les moins endettés du monde occidental. Voilà. Donc, notre situation financière est mauvaise, mais que dire de celle des États-Unis d'Amérique? Je vous renvoie à notre charte fondatrice, écrite, donc, approuvée le 25 mars 2007, où vous trouverez en page 2 ce diagnostic. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a un pays qui est en faillite, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique que l'on nous présente pourtant comme le modèle à suivre à tout instant. Alors, pourquoi ne cessait-on pas de nous dire que la France est en faillite? On continue d'ailleurs de nous le dire. Et qu'il faudrait prendre modèle sur les Américains. Rappelez-vous tous ces ouvrages, La France en faillite, les chiffres pour comprendre, le 1000 milliards d'euros, le rapport Camp-Dessus, le rapport Pébereau, la France en faillite. Bon. Pourquoi tout ceci? Pourquoi dire que la France est en faillite et pas dire que si la France est en faillite, les États-Unis sont en liquidation des biens?
Eh bien, c'est parce que des appétits puissants y ont intérêt. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, quand quelque chose vous paraît illogique, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une logique qui vous échappe, il y a une logique. Donc il y a des intérêts puissants qui sont derrière. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, l'objectif, c'est de forcer les peuples à vendre leur patrimoine. Parce qu'une fois que vous avez fait sauter toutes les réglementations, il y a encore un dernier obstacle qui résiste. C'est si vous ne voulez pas vendre. Je prends souvent cet exemple. Une vieille dame que je connais dans une station balnéaire de Bretagne, une très vieille dame qui a plus de 100 ans et qui possède un manoir au bord d'une falaise avec une vue à 180 degrés sur la Manche, avec une quasi-plage privée. Vous savez, il n'y a pas de plage privée en France, c'est interdit par la loi, mais dans certains cas de configuration, si les rochers sont très escarpés, le grand public ne peut pas y aller. Donc vous avez quasiment une plage à vos pieds. Plusieurs hectares de terrain, un truc inouï qui a été construit en 1895 ou 1900 à la belle époque, en granit de Bretagne, un truc absolument somptueux. Ça vaut, je ne sais pas combien ça vaut, sans doute plusieurs dizaines et dizaines de millions d'euros. Bon. Cette vieille dame est très âgée, elle a plus de 100 ans, et elle voit très régulièrement donc des agences immobilières qui viennent lui faire des offres. Des Américains, des Saoudiens, des gens... Votre prix sera le nôtre. Et cette dame a beaucoup de... Comment dirais-je elle ne veut pas vendre. Ce qui peut se comprendre, puisqu'elle a passé sa vie là-dedans, elle a 100 et quelques années. Bon, on peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de vendre. Ça ne l'intéresse pas de voir son manoir être vendu à un mania de Hong Kong ou bien à un Golden Boy de New York. Elle ne veut pas vendre. Donc qu'est-ce que vous faites face à quelque chose comme ça? Dans un cas comme ça, vous avez que deux solutions. Première solution, vous allez avec mamie au bord de la falaise. Oh, comme elle est jolie, et pouf! Oh, quel coup de vent! Ça, c'est l'invasion de l'Irak. C'est l'invasion de l'Irak, ce sont les guerres fondées sur des... Vous basculez directement dans la criminalité pour aller piquer les réserves en hydrocarbures. Voilà, c'est Halliburton, c'est exactement ça. Puis la deuxième façon, c'est si vous êtes quand même un tout petit peu plus gentleman, à ce moment-là, vous allez voir mamie et vous lui dites « Mais mamie, est-ce que je pourrais regarder tes comptes ?» Et puis, alors, mamie, elle est un petit peu fatiguée, elle était très très âgée, un petit peu. Et puis, on dit « Mais mamie, t'as pas payé tes impôts fonciers. T'as pas payé ta taxe d'habitation, ta taxe foncière. » Alors elle dit « Comment ?» Mais oui, ta taxe d'habitation, taxe foncière, elle va payer. Alors, à ce moment-là, elle prend peur. Et alors elle dit « Ah, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Parce que mamie, elle comment dirais-je, elle respecte la loi. Et alors on lui fait peur. On lui dit « Mais mamie, t'es hyper endettée, tu te rends pas compte? T'es en faillite, mamie. » Il y a pas, malheureusement, je vois pas d'autre solution, il va falloir que tu vendes. Hein. Ah bon? Et là, vous la paniquez et elle se met à vendre. Alors ça, c'est exactement ce qui se passe en Europe. Nous, on n'a pas le droit au schéma de la falaise. On pousse, ça c'est le schéma Irak, Libye, etc. Nous, on a droit au schéma faire paniquer les peuples. Vous êtes en faillite, donc il faut que vous vendiez dardard votre truc. Et donc c'est pour ça que vous avez un aspirateur à dollars et que on vend et on vend et on vend, au motif que nous serions trop endettés. On vend à des fonds de pension qui sont gorgés de liquidités aux États-Unis. Il y en a plus de 100 qui ont des dizaines de milliards de dollars. Or, le dollar là-bas, c'est une monnaie qui est quasiment virtuelle. Et donc, nous vendons des patrimoines, nous vendons, on privatise les unes après les autres les entreprises publiques, on vend les hôtels particuliers, etc., etc., pour prétendument nous désendetter. C'est comme ça, c'est exactement dans mon exemple de tout à l'heure. Monsieur de Villepin a vendu les autoroutes publiques françaises pour 11 milliards d'euros à Vinci, mais au bout du compte, il va y avoir derrière des fonds d'investissement anglo-saxons. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on fait ça alors que les sommes dont proviennent majoritairement les États, comment dirais-je, l'État d'où ça vient majoritairement est beaucoup plus endetté que nous. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le tour de bonneteau que ça représente.
Un exemple que j'ai souvent à l'esprit, qui est celui de American Funds, Capital Research and Management, qui possède, c'est donc un fonds qui gère les pensions de tous les fonctionnaires de Californie. Eh bien, ils ont acheté des parts dans Veolia, dans Vivendi, donc Veolia et Vivendi, c'est l'ancienne Lyonnaise des Eaux et Générale des Eaux, dans Thales, dans Schneider Electric, dans Michelin, dans Bouygues et puis dans Accor, hein, entre autres choses. Comme je le dis, comme vous savez que Bouygues possède TF1, ce que je vous dis là, vous ne risquez pas de l'entendre sur TF1. TF1, c'est Koh-Lanta.